La sociologie, c'est tout simplement une science d'abord, qui essaye donc d'étudier, comme les autres sciences, méthodiquement, c'est-à-dire en utilisant des méthodes, bien ce qu'on appelle les phénomènes sociaux, et qui sont extrêmement nombreux, qui peuvent avoir trait par exemple à la vie dans les campagnes ou la vie dans les villes, les transports, les croyances collectives, les religions, la politique, etc. Donc c'est un domaine absolument immense et à l'intérieur de ce domaine, la question de la circulation des idées, c'est-à-dire pourquoi, par exemple, une rumeur, une idée traverse notre société, ou pourquoi tout à coup les gens vont s'habiller comme ceci ou comme cela, c'est une autre forme de circulation d'idées et de goûts, et bien tout cela intéresse beaucoup la sociologie, et c'est vrai que mon domaine personnel a plutôt trait à la question de la circulation des idées, sur ce qu'on pourrait appeler le marché de l'information. Alors, la sociologie en général, pour approcher les objets qui l'intéressent, comme je vous ai dit, aussi bien la religion que la vie urbaine, etc., elle va chercher, comme toutes les autres sciences, en quelque sorte des traces que nous laissons pour pouvoir les interpréter. Alors, c'est pour ça qu'on va utiliser des méthodes, c'est pour recueillir des traces. Quelles sont ces méthodes et quelles sont ces traces? Par exemple, je peux mener des entretiens avec des individus pour qu'ils m'expliquent comment ils se déplacent dans la ville, ce qui va constituer des documents, des informations que je vais traiter. Je peux réunir des statistiques, par exemple, je peux faire des sondages, des questionnaires, ou par exemple, je peux aller voir la RATP à Paris, ou les agences qui s'occupent de la circulation des bus ou des métros, et puis recueillir des données qui vont me permettre d'en savoir plus, par exemple sur les gens qui utilisent le métro. Est-ce que ce sont plutôt des hommes, des femmes, quel type de catégorie socio-professionnelle, quel type de profession, quel niveau d'études. Tout cela va me permettre d'avoir une sorte de carte comme les géologues peuvent en utiliser ou les géographes, sauf que cette carte-là, elle va me permettre de comprendre la vie en société. À titre personnel, j'utilise ou j'ai utilisé dans ma carrière toutes les méthodes disponibles pour les sociologues, par exemple l'observation, qui est la méthode la plus basique en quelque sorte, ce qu'on appelle l'observation participante, c'est rentrer dans un milieu social et faire comme les autres pour voir, pour mieux comprendre ce qu'ils font. Par exemple, j'ai étudié une secte, c'est-à-dire un mouvement religieux très radical pendant une année, et j'ai observé donc pourquoi les gens rentraient dans cette secte, j'ai fait des entretiens avec eux, mais j'ai aussi beaucoup observé, j'ai participé, parce que c'était une secte dans laquelle on faisait des marathons par exemple, moi je courais avec eux, je faisais de la méditation avec eux, non pas parce que tout à coup je m'étais mis à croire à leurs croyances, mais simplement parce que pour les comprendre bien, j'essayais de le pratiquer en quelque sorte de l'intérieur. J'ai aussi mené des entretiens, par exemple, bien pour savoir comment les gens se représentent, je sais pas, le futur, à votre avis, à quoi ressemblera la société française dans 50 ans, parce que la représentation du futur nous dit beaucoup des angoisses du présent. Je me suis intéressé de façon amusante, par exemple, à la façon dont les gens abandonnaient leur croyance au Père Noël. Comment ça se passait? Vous savez, c'est une croyance qu'on abandonne quand on a à peu près 7 ans. Eh bien, moi, j'ai fait des entretiens pour savoir comment ça s'était passé pour chacun des individus, pour voir s'il y avait des trajets types, s'il y avait des formes de raisonnement qui faisaient que tout à coup, on arrivait à s'extraire, en quelque sorte, de cette croyance, alors que toute la famille était en fait complice pour nous faire croire. Donc entretien, observation, puis bien sûr enquête quantitative. J'ai beaucoup travaillé sur des enquêtes quantitatives. Alors ce sont des questionnaires qu'on fait passer, soit en direct, vous savez les sondeurs en ville. Alors ça se fait de moins en moins en direct, qu'on dit en vis-à-vis. On le fait beaucoup soit par téléphone, mais surtout maintenant aussi beaucoup par internet, grâce à des logiciels, notamment un qui s'appelle Qualtrics, qui nous permet bien de configurer des questionnaires. Et puis ensuite, quand on a des réponses, eh bien, on cherche à voir par exemple, s'il y a des liens entre tel type de réponse et tel type de caractéristiques des personnes. Encore une fois, si ce sont des hommes, des femmes, leur niveau d'études, est-ce qu'ils vivent en ville ou à la campagne, et on essaye de voir si ce qu'on appelle des variables, ce que je viens de dire là, par exemple la profession, elle permet de prédire le genre de réponse que les gens vont avoir, par exemple sur leurs convictions politiques, sur leurs croyances religieuses ou que sais-je. On essaye donc encore une fois d'établir une carte raisonnée de ces phénomènes. Et puis ça c'est tout nouveau et je travaille beaucoup sur ces éléments-là. On cherche aussi donc d'autres types de traces qui apparaissent, c'est tout à fait nouveau. Et on va en reparler, sont les traces que nous laissons dans le monde numérique.
Hein, vous avez sans doute des comptes sur certains réseaux sociaux, vous regardez TikTok par exemple, ou des choses comme ça. Eh bien, le fait que vous regardiez tel type de vidéo ou tel autre, le fait que vous alliez regarder tel type de série télé, par exemple sur Netflix ou sur d'autres plateformes, eh bien, ça va constituer autant de traces qui vont dire des choses de vos préférences, de votre personnalité, de votre situation sociale même quelquefois. Eh bien, ces traces-là, elles peuvent servir aux scientifiques à comprendre mieux le monde social. Alors la circulation des idées, moi, m'a toujours passionné, bah, parce que mon objet de travail, de spécialité, ce sont les croyances collectives. Donc là, évidemment, les croyances ont cette caractéristique un peu comme les modes vestimentaires ou comme les épidémies d'ailleurs de maladies qui n'ont apparemment rien à voir, mais elles se diffusent, un peu comme les maladies d'ailleurs, bah, grâce aux interactions sociales, c'est-à-dire à la conversation directe. Vous avez entendu parler d'une rumeur, eh bien dans la cour d'école par exemple, cour de collège ou de lycée, bah, vous diffusez cette rumeur, vous en parlez à vos amis, et puis cela peu à peu se diffuse. Et donc c'est un objet qui est très complexe à étudier, mais qui m'a beaucoup passionné et qui rend compte bah aussi de notre vie sociale et politique, parce qu'évidemment, lorsqu'on vote par exemple, ou lorsqu'on fait une manifestation, qu'on proteste, enfin n'importe quelle activité qu'on se livre dans la société, à laquelle pardon, on se livre dans la société, eh bien généralement est inspirée de croyances ou de représentations que nous avons. Quand on est indigné par un fait divers, quand on est en colère, ou au contraire quand on veut approuver, qu'on applaudit quelque chose, une décision d'un gouvernement, ou que sais-je, ou quand on veut soutenir quelqu'un, eh bien généralement on le fait avec des croyances préalables, des idées préalables, des connaissances préalables. Bien tout cela ne peut être approché que par un travail scientifique sur la circulation des idées. Voilà pourquoi je crois que c'est un sujet absolument déterminant pour comprendre notre vie. Alors la situation que nous connaissons encore de pandémie, elle a été entre autres caractérisée par le fait, notamment pendant les périodes de confinement, bah, que nous avons tout simplement consulté plus souvent nos ordinateurs, les réseaux sociaux. On voit là aussi les traces hein, que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, nous permettent de savoir qu'il y a eu un volume de consultation du monde numérique, d'Internet, qui a été beaucoup plus conséquent, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc le genre de phénomène qu'on a observé précédemment, avant la pandémie, ben, a été en fait amplifié par cet élément, par cette pandémie. Un des phénomènes qu'on a observé, et notamment moi dans un livre qui s'appelait La démocratie des crédules, eh bien, c'est que le monde numérique peut favoriser paradoxalement les fausses informations. Par exemple, une étude scientifique a montré que sur certains réseaux sociaux, les fausses informations allaient 6 fois plus vite que les vraies informations. Et dans une période de pandémie, eh bien, c'est évident qu'on va chercher des informations parce qu'on est inquiet tout simplement, on n'a pas envie de tomber malade, on n'a pas envie que les gens qu'on aime tombent malades, et puis on espère qu'il va y avoir des solutions, on espère que telle molécule va avoir des effets miracles, et il y a un vaccin qui apparaît, on se demande si ce vaccin est bien sûr, si ce vaccin va nous permettre vraiment de faire reculer cette maladie. Bref, il y a 1 million de questions qui se posent, et elles se posent d'autant plus qu'on est dans une période d'incertitude. Les êtres humains sont comme ça, ils ont beaucoup de mal à, comment dirais-je, à vivre dans une situation d'incertitude, et une situation d'épidémie est une situation particulièrement violente du point de vue de l'incertitude. Donc c'est normal qu'on ait eu un bouillonnement de questions. Puis le risque dans ces cas-là, ben, c'est que plus il y a d'informations disponibles, c'est exactement le cas sur Internet, il y a énormément d'informations disponibles, et bien plus la chance ou la possibilité pour nous d'aller chercher une information qui va nous rassurer ou qui va dans le sens de nos croyances ou de nos espoirs, eh bien, va être grande. Nous allons avoir tendance à vouloir croire des choses que nous avons envie d'être vraies. Nous sommes tous comme ça. C'est ce qu'on appelle prendre ses désirs pour des réalités. Ben, plus vous avez d'informations disponibles dans l'espace public, eh bien, malheureusement, plus c'est facile de le faire, et c'est ce qu'on a vu aussi à travers des grandes controverses en France. Vous en avez peut-être entendu parler autour du professeur Raoult, de l'hydroxychloroquine. Ça doit vous sans doute éveiller quelque chose en vous si vous avez suivi un tout petit peu l'actualité. Ben, il y avait des gens par exemple qui avaient envie de croire que cette molécule était efficace, ou d'autres qui n'avaient pas envie de le croire alors que en fait personne ne le savait encore. Mais on a tendance à se précipiter sur des conclusions, et la crédulité c'est précisément une proposition
qui vous est faite sur le marché de l'information, eh bien de lecture du monde un peu trop rapide. En réalité, c'est ça le problème de la crédulité, c'est qu'elle vous propose une lecture du monde qui est un peu précipitée, et vous allez vous précipiter souvent parce que vous avez envie de croire vrai ceci ou cela. Alors être crédule ne signifie pas être stupide. Loin s'en faut en fait. La crédulité, c'est ce qu'on pourrait appeler une baisse de la vigilance rationnelle. C'est-à-dire que nous avons tous en nous une capacité à résister à certaines tentations intellectuelles que va nous proposer la crédulité. Par exemple, croire que ceci est efficace parce qu'on a envie de le croire vrai. Nous avons tous des désirs et nous avons tous cette tentation possible. La crédulité, c'est sans doute en partie céder à ces tentations les plus intuitives de notre esprit. Ça n'a donc c'est pas directement lié à l'intelligence. Vous pouvez avoir un très haut niveau d'études, être très intelligent et croire à des choses folles. Par exemple, les gens qui appartiennent à des sectes, je l'ai évoqué tout à l'heure, ont souvent un niveau d'études supérieur à la moyenne nationale. Donc vous voyez, on peut parfaitement être très bien éduqué, sans doute intelligent, et pourtant croire à des choses folles. Il y a plusieurs études qui montrent, par exemple, qu'on croit plus facilement à l'astrologie ou au pouvoir de l'esprit quand on a un certain niveau d'études. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir un faible niveau d'études, pour certaines autres croyances, vous prédispose aussi assez bien. Par exemple, ce qu'on appelle les théories du complot sont plus facilement adoptées par des gens qui ont un faible niveau d'études que les autres. Ce qui ne veut pas dire que des gens très éduqués sont immunisés aux théories du complot. Ce sont simplement, encore une fois, des résultats, ce qu'on appelle statistiques, c'est-à-dire sur le grand nombre. Précisément ce qui intéresse la sociologie. Donc les rapports entre crédulité et bêtise sont des rapports beaucoup plus complexes qu'on pourrait le croire. Si la crédulité en fait va aussi vite, je vous ai dit 6 fois plus vite que la fausse information, c'est pas seulement parce que nous avons envie de croire. Il y a cet aspect-là, bien entendu, ce qu'on appelle un biais motivationnel, mais c'est aussi parce que la crédulité, elle va souvent dans le sens de nos attentes intuitives. Par exemple, dans les théories du complot, ceux qui diffusent ce genre de croyances nous font remarquer ou attirent notre attention sur des coïncidences, c'est-à-dire des événements qui sont arrivés en même temps. Et eux considèrent que ça ne peut pas être une coïncidence. C'est-à-dire qu'ils confondent des événements qui arrivent en même temps avec des événements qui seraient causés l'un par l'autre. Voyez. Ou par exemple, ils disent que quand une situation profite à quelqu'un, c'est que sans doute ce quelqu'un a créé la situation. C'est parfois vrai, mais pas toujours. Songez par exemple que les embouteillages profitent à ceux qui vendent de l'essence, et pourtant ils ne sont pas créés par ceux qui vendent de l'essence. Donc vous voyez, ce genre d'erreur de raisonnement, si on y prend garde, flatte les aspects les plus intuitifs de notre cerveau. Et c'est sans doute pour ça que la crédulité va parfois plus vite que la raison. Puis la crédulité se présente aussi, notamment depuis Internet, vous l'aurez peut-être remarqué, sous une somme d'arguments très importants. C'est-à-dire une théorie du complot, la plupart du temps, ceux qui pensent, prenons cet exemple, que les attentats de Charlie Hebdo, vous en avez forcément entendu parler, ont été en fait, par exemple, créés par les services secrets français, et non pas par les frères Kouachi, comme le dit la version de l'actualité. Bon, ça c'est une théorie qui est parfaitement fausse, mais qu'on a vu se diffuser, et cette théorie s'est diffusée en invoquant un très grand nombre d'arguments. On a parlé de la couleur des rétroviseurs, par exemple des frères Kouachi, qui auraient changé sur certaines photos. En fait, les rétroviseurs étaient simplement chromés, et selon la couleur du ciel, ils apparaissaient noirs ou blancs sur certaines photos. Rien de très mystérieux quand on a la réponse, mais quand on n'a pas la réponse, ça peut être assez troublant. Eh bien, le jeu de ceux qui diffusent la théorie du complot, c'est d'accumuler un certain nombre d'arguments, ce qu'on peut appeler pour cette raison des millefeuilles argumentatifs, et ça sème le trouble dans les esprits de gens qui sont indécis, qui ne savent pas, qui se posent des questions, ils ont le droit de se poser des questions, et qui vont tout à coup être troublés par la masse d'arguments. Par exemple, j'avais pu calculer pour les attentats de Charlie Hebdo que le premier jour, le 7 janvier, il y avait déjà plus de 25 arguments disponibles en faveur de la théorie du complot sur les réseaux sociaux, par exemple. 4 jours après, il y avait plus de 100 arguments. Ils étaient tous faux, mais l'ensemble donnait une impression de véracité. Ce sur quoi on peut s'entendre, si vous avez vos petits camarades, par exemple, qui ont l'air de croire à des choses un peu bizarres, comme les Illuminati ou les reptiliens ou des choses comme ça, la première chose, c'est pas forcément de se moquer.
parce que, comme on l'a vu, ce n'est pas parce qu'on croit des choses bizarres qu'on est idiot. On croit souvent des choses bizarres parce qu'on s'est alimenté à une source d'information qui n'est pas fiable, que cette source d'information nous donne des arguments qui paraissent vrais mais qui sont faux, mais qui paraissent vrais. Et puis parce que c'est un peu excitant aussi, vous voyez, ces histoires de, par exemple, de complot, eh bien c'est une façon de se sentir un peu plus intelligent que les autres. Donc la première chose à faire, je pense, c'est de ne pas se moquer de votre camarade parce que cette moquerie, elle va créer une rupture avec lui. Hein, vous allez vous disputer tout simplement, voire plus. Et c'est pas dans une dispute qu'on peut faire vraiment entendre ses arguments. Le deuxième point, c'est de l'écouter. Souvent, les croyants, quand on leur demande d'expliciter leurs croyances, eh bien, ils s'aperçoivent que leur croyance, elle n'est pas si bien fondée que ça. Le simple fait de demander mais comment ils ont pu faire, comment ça s'est produit, etc., fait prendre de la distance par rapport à la croyance. En tout cas, c'est une possibilité qui a déjà été testée et qui fonctionne un peu. Simplement, il faut que vous ayez en tête que quand on croit à quelque chose, ça fait un peu partie de notre personnalité. Et donc on y tient. Et si on est confronté à des contradictions incessantes, eh bien on a tendance, quelquefois paradoxalement, bizarrement, à renforcer ses croyances. Hein, parce que comme on se sent menacé, eh bien on va se renfermer sur soi, on va renforcer ses croyances, on va même aller lire plus de fausses informations encore pour être sûr qu'on a bien raison, en quelque sorte. Souvent ça prend du temps, il faut être très patient. On peut interroger aussi la personne sur ses sources d'informations. Tu penses cela? D'accord, mais où est-ce que tu l'as lu? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait penser cela? Regardons cette source ensemble. Et on peut aussi montrer que cette source d'information, elle n'est pas fiable, parce qu'elle a publié d'autres informations qui n'étaient pas fiables. Bref, faire peu à peu douter de la personne. On rentre très vite dans une croyance, quelquefois, mais la plupart du temps, on en sort très lentement. Donc il faut être très patient. Est-ce que la bonne méthode, c'est de douter de tout? Euh, je ne crois pas vraiment. En fait, on a le droit de douter de tout, bien entendu, on est en démocratie, mais tout droit s'accompagne de devoirs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas douter n'importe comment. Il faut douter avec méthode et non pas douter par principe. On a le droit, pourquoi pas même, de douter du consensus scientifique, oui, mais à condition qu'on soit prêt à faire ce travail qui est très long, de lire la littérature scientifique pour voir pourquoi il y a un consensus scientifique, par exemple sur la question des vaccins, pourquoi tous les scientifiques ou presque sont d'accord sur l'utilité des vaccins et sur la nécessité de se faire vacciner, par exemple en période épidémique, pourquoi est-ce que c'est un bienfait pour l'humanité? Eh bien, vous découvrirez en parcourant cette littérature, qui peut être un peu ardue, mais à ce moment-là, encore une fois, c'est le devoir du doute. Si vous voulez douter, vous avez le droit, mais ça s'accompagne de devoirs, eh bien que probablement votre doute n'était pas fondé. Mais il est évident que dans une société dans laquelle nous vivons, où il y a tellement de connaissances différentes, songez que moi je suis sociologue, mais je ne peux même pas connaître toute la sociologie. Il y a des domaines de la sociologie que je ne connais pas. Je suis donc obligé de faire confiance à certains de mes collègues. C'est la même chose pour la psychologie, ou la physique, ou la biologie. Donc on est obligé de se faire confiance à un moment donné. La meilleure façon de faire confiance, je crois, à des propositions intellectuelles, bien, c'est de regarder si il est possible de l'établir, il y a un consensus scientifique, c'est-à-dire un avis majoritaire qui se dégage, parce que dans la science, vous savez, on se rudoie, on dit que quelquefois il y a la science peut être très conventionnelle, etc. Oui, c'est un monde social, mais c'est un monde social qui est très très exigeant. Et pour qu'une idée s'impose généralement dans ce monde social, c'est qu'elle a été très très sévèrement sélectionnée sur ce marché des idées. Elle peut se tromper, bien sûr, l'histoire de la science le montre. Il y a quelquefois un avis majoritaire qui se trouve être faux, on le découvre, mais justement la différence entre les scientifiques et les croyants, c'est qu'ils ont une capacité à revenir sur leurs propres erreurs. J'en donnerai qu'un exemple pour terminer, c'est que toutes les revues scientifiques dignes de ce nom, généralement retirent certains articles parce qu'ils s'avèrent être faux. Alors on pourrait se dire, c'est dramatique, ça veut dire que la science se trompe parfois. Non, au contraire, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que non seulement, bien sûr que la science se trompe parfois, ça arrive, mais qu'elle est capable de s'en rendre compte et de prendre les mesures adéquates, c'est-à-dire de retirer un article qui se révèle être faux. Eh bien, vous trouverez ça très très rarement dans le monde de la croyance, à contrario.